Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, plongeons-nous au cœur du roman d'Henry Ford avec l'adaptation de La Bête dans la jungle. En fait, elle s'appelle comment cette boîte? Elle n'a pas de nom. C'est la boîte sans nom. Le 18 août 2023, nous avons reçu le réalisateur Patrick Chia pour la présentation du film La Bête dans la jungle. Je vous laisse découvrir cette rencontre. Alors, juste avant, je vois on a déjà une question là-bas, c'est chouette. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet? D'où est-ce que ça, qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a déclenché ce projet-là? La jeunesse des projets, mais je ne sais pas d'où viennent les idées. J'imagine c'est comme vous, elles tombent du ciel. Il y a Platon, il parle de cette chose que les idées, c'est des choses qui volent, elles nous tombent dessus. Et souvent, je le dis à mon équipe, attention, les idées nous tombent dessus et peut-être pas sur moi. En tout cas, là, elle m'est tombée dessus. Je crois ce roman, bon, il est très beau pour moi, genre cette nouvelle. Plutôt abstrait. Je l'ai fait lire à ma productrice, elle a ri. Genre, elle a ri. Elle a dit bon, bah, ça va, c'est pas Agatha Christie, quoi. Hein, c'est comment on va faire. Dans la nouvelle, il y a beaucoup moins d'histoire encore que dans le film. Mais je sentais que ça parlait d'une chose très intime et qui me semblait très évidente. Ça a la beauté des mythes, je trouve c'est évident, tout est évident, genre tout est clair. Et pourtant, ça nous échappe, et pourtant, il y a un mystère. Donc, ce qui me semble clair, c'est ce conflit que nous avons dans la vie entre ce que nous attendons et ce que nous vivons, ou ce que nous rêvons et le quotidien. Et en même temps, ce qui nous échappe, c'est pourquoi nous ne vivons pas toutes les vies, bon, ça, évidemment, nous ne vivons pas toutes les vies, mais qu'est-ce que rater une vie? Qu'est-ce que la bête? Pourquoi si aveugle? Et tout ça. Bon, en gros, voilà, ça m'a bouleversé. Et j'y voyais du cinéma. Et beaucoup plus tardivement, j'ai compris que j'allais le faire en boîte, quoi. Ça, c'était la clé après, quoi. Donc, quand tu as lu cette nouvelle d'Henry James, c'est quoi les premières questions que tu te poses quand tu adaptes une nouvelle littéraire? Est-ce que tu cherches à transposer le style ou vraiment à te l'approprier toi avec ton cinéma, ton approche? Alors, je crois que c'est pas très commercial, mais je crois que j'aime la langue. Et je sais pas seulement comment parlent les gens, mais comment c'est écrit. Et Henry James, par exemple, alors pas La Bête dans la jungle, mais vers la fin de sa vie, il bougeait presque plus, il était sur son canapé. Il y avait une secrétaire, je pense, derrière lui, et il disait les phrases comme ça, et elle notait, quoi. Et quand on lit ses derniers romans, c'est vraiment... Moi, ça me fascine, mais alors, bon, peut-être ça fascine plus personne, mais il n'y a plus d'histoire, quoi. Genre, il n'y a plus que de la forme de phrases qui voltigent comme ça, mais un peu ce qu'on fait beaucoup dans la vie. On parle beaucoup sans dire des choses, donc voilà. Bon, la forme de la parole, quoi. Et je suppose que ça m'a passionné. Et puis, tout simplement, j'ai aimé les personnages, hein. Je les aime, moi. Genre, dans le roman, ils sont très distanciés, dans le film aussi, d'une certaine manière, mais au fond, je les aime. J'aime surtout May. J'adore May. C'est-à-dire cette femme qui se jette dans le truc, quoi, et qui va plus loin, en fait, et qui vit les choses, et qui vit sa vie, et c'est pour ça qu'elle meurt, parce qu'elle a vécu, quoi, en fait. Lui, il meurt même pas, quoi. Et donc justement, le casting, toi tu as tout de suite trouvé quels acteurs coller avec ces projections de personnages que tu avais. Mais moi, il y a particulièrement Tom Mercier, moi, qui a vraiment, pour le coup, un jeu extrêmement particulier, qu'un acteur qu'on voit très récemment, qui a fait peu de films avant. Ça a été un choix assez évident. Alors, vraiment, j'ai travaillé 6 ans sur ce film, donc les castings bougent aussi. Longtemps, c'était Gaspard Huliel. Puis, c'était plus Gaspard Huliel. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est des questions aussi comment dire? On tombe amoureux de gens, alors c'est pas un amour comme ça, et je me suis dit, tiens, bon, c'est pas Gaspard Huliel, donc allons tout à fait ailleurs. Et cet acteur m'avait marqué dans Synonyme de Nadav Lapid, un film israélien qui est sorti, je pense, il y a 4 ans, je dirais, ou 5 peut-être, et qui est un acteur très, très physique. Il danse excellemment bien, il est très physique comme ça, et je sais pas, je crois que c'est pour ça que je l'ai choisi. Il danse extrêmement bien, mais il Voilà. danse quasiment pas dans Il le danse film. pas, non, mais au fond, il danse tout le temps. C'est une autre forme de danse, quoi. Mais il a offert. Alors, j'imagine, il y a des gens parmi vous, ça les a embêtés et tout ça.
Et c'est pas grave, quoi. Hein, c'est qu'un film. Hein, mais c'est hyper beau ce qu'il fait. C'est pas un pervers, quoi. C'est extrêmement compliqué de jouer quelqu'un qui vit pas, qui est quand même fou dans son truc, mais qui est innocent. Genre comme nous pouvons être innocents quand nous sommes obsédés par une chose au lieu de voir ce qui se passe. Quoi. J'aime beaucoup comment il fait ça. Quoi. Et Anaïs est venue. Anaïs, je l'ai découverte. Alors évidemment, elle fait beaucoup de films. J'ai pas tous vus. Mais c'est dans les films de Guédiguian qu'elle m'a le plus frappé, notamment La Villa, où elle joue un personnage relativement antipathique, une jeune fille moderne, comme ça. Et ça m'avait frappé ce qu'elle faisait là. Et puis nous sommes rencontrés assez tôt. Et je sentais qu'elle avait très, très envie de faire ce film. Et c'est un film, c'est pas les mêmes budgets que ses films habituels et tout ça. Mais elle avait très envie. Et genre, bon, c'est du blabla là, mais la collaboration avec eux était extraordinaire. Quoi. Et je pense ça se sent. Et c'est pour ça qu'on va aussi au cinéma. C'est-à-dire, ils se sont jetés dedans. Quoi. Genre, Anaïs a fait des choses qu'elle n'a jamais faites. Quoi. C'est-à-dire jouer des scènes où il n'y a pas de scénario, en fait. Et elle m'appelait comme ça parfois au maquillage le matin en me disant Patrick, bon j'ai le texte et tout ça, je vois, mais on en est où là? Genre elle est contente, elle est pas contente. Genre par exemple la scène des vomis de l'eau là quand elle boit de l'eau en haut. Alors c'était vraiment un très beau tournage parce que je lui ai dit écoute, je peux jouer le réalisateur qui t'explique la scène, je peux expliquer quelque chose, mais je t'avoue je mentirais. Je crois qu'on tourne quelque chose, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire avant la projection, mais un peu maladroitement. Genre, pourquoi faisons-nous des images? Parce qu'il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à nommer, quoi. Genre, sinon, je vous le nomme, hein, je ne dépense pas autant d'argent et autant de temps. Si je peux dire, tiens, la vie est pas belle, bah, je vous le dis, c'est réglé. Mais là, c'est... Et donc, je lui ai dit, mais essaye, Anaïs, de prendre le plaisir de jouer pour jouer, et on verra ce que ça raconte, quoi. Et Béatrice Dalle. Ils vont se fâcher, hein, ils ont des questions. Ah oui, ah oui, là, attends pas. Ah Si oui. tu les Déjà, laisses... merci pour le film. Et j'avais une question au niveau donc, de l'idée de tourner ça avec des scènes de boîte de nuit, et voilà. Et en fait, il y a très très peu de films vraiment qui se passent dans des discothèques. Moi, j'ai des souvenirs il y a 20 ans de Millennium Mambo. Bon, il y a le film avec Eva Ionesco et Simon Liberati, Une jeunesse, je sais plus quoi. Doré, voilà. Et en fait, justement, je sais pas quel âge vous avez exactement. 86. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que ça soit la jeune punk Alice, qui ressemble un petit peu à une copie d'une fille qui a eu sa période un petit peu de gloire, Edwidge, qui était la reine des punks dans les années 70-80. Jean de Bacher, qui est décédé du sida, qu'on voit un petit peu dans le Yves Saint-Laurent Trash de Bonello. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui vous a attiré justement dans cet univers-là? Bon, j'ai entendu, il y avait Actuel avec Jean-François Bizot, il y avait une petite rêve comme ça où Alice justement travaille pour Actuel. Donc, vous étiez déjà baigné dans cet univers des années 70-80 des discothèques comme le Palace, ou il y avait un truc de revival à refaire là-dedans, ou pas du tout, voilà. Alors, donc je vois que vous êtes informé. Non, moi, je suis né en 75, voilà. donc D'accord. en 79, j'étais pas encore en club. Ouais. Mais alors, commençons par un truc perso, on s'en fout. Mais mes parents m'ont eu très très jeune, à 18 ans. Je suis né à Vienne, donc c'était pas le Palace. Mais mes parents m'ont eu à 18 ans et sortaient énormément en fait. Et j'ai 3 sœurs, quoi. Et donc je gardais mes sœurs et au fond, bon, elles dormaient, je pense. Et moi, je rêvais qu'est-ce qui se passe la nuit, quoi. Et genre, ils sortaient, genre, je viens d'un milieu assez modeste, mais avec quand même du costume, quoi. Genre, il y avait de l'allure. Et donc, je suppose, et nous connaissons tout ça, genre, et Proust décrit ça très bien, qu'est-ce que font les parents quand nous dormons et tout ça. Donc, bon, je suppose que c'est ça. Mais, bon, ça, c'était perso, mais rien à en dire. Non, alors, plus sérieux, la nouvelle, donc, me préoccupait. Mais je trouvais pas. J'allais pas faire un film de costume historique 1900. J'allais pas faire ça. Aussi le rapport social. Bon, on a changé plein de choses, tout en étant très fidèle. Mais c'est la boîte qui était la clé, parce que je me suis dit, tiens, dans quel endroit réel, et c'est un vrai endroit, nous vivons justement cette chose où nous essayons d'échapper au temps, où nous essayons de vivre une vie plus grande, et où nous avons ce très bizarre sentiment en sortant
d'avoir, genre la mélancolie du petit matin n'est pas seulement celle d'avoir perdu un monde paradisiaque, mais aussi celle d'avoir perdu du temps, du réel, quoi. Genre, c'est très bizarre le matin ce qui se passe. C'est pas juste ah c'était beau dedans et c'est affreux dehors. C'est beaucoup plus troublant. C'est tiens, est-ce qu'on n'a pas aussi frôlé la mort, quoi, au fond. Et donc l'inutilité du temps, et en même temps, est-ce que c'est pas ça la vraie vie? Bon, ce mix, quoi. Et sans doute aussi, j'aime des choses un peu extravagantes, quoi, dans la vie. Genre, j'aime des choses très sérieuses et très. J'adore les menteurs, les crâneurs, tout ça, j'adore. Par exemple, dans le rap, j'adore ça, genre le show-off, quoi. Et la boîte permet ça en mise en scène après aussi. Là, certainement, certaines personnes, vous n'avez pas encore commencé, mais hier, j'étais à Rouen, quelqu'un a dit oui, c'est pas très, c'est étonnant, personne n'est naturel. Alors, évidemment, personne n'est naturel. Genre, déjà, est-ce qu'on peut être naturel? Mais genre, qu'est-ce que le naturel? Mais je cherche sans doute aussi à quel endroit dans la vie nous jouons. Voilà, ça m'intéresse. Et après, on a choisi 79-2004. C'était des longues réflexions et des essais. On a essayé 2000, 2022 et tout ça. Mais je suppose, vu ma sexualité ou vu ma vie, que le sida m'a marqué, quoi. Oui. Et que c'est certainement pas un film sur le sida, il faut pas dire ça, mais que ça m'a, il faut pas que je dise n'importe quoi, mais que cette bascule avait un sens, avait changé notre rapport au corps et à la nuit, quoi. Et sans le trop construire, ça devait être le milieu du film, quoi, qu'il y avait une sorte de gouffre pour que ça reparte. Et quand on a fait 2000-2022, on voyait moins les gouffres. Il y en a aussi plein, hein, mais on les voyait moins, quoi. Et bizarrement, est arrivé le Covid un peu avant le tournage, et ce n'est évidemment pas la même chose, mais aussi un bizarre truc. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit, quoi? Vous avez nommé plein de gens que certains gens connaissent, et Edwige et Bacher et tout ça. Ce que j'ai vraiment essayé de faire aussi, c'est pas un film de reconstitution. Il y a des films de boîte aussi, que je vais pas nommer là, mais où tout est tellement parfait que plus personne ne vit. Et moi, j'essaye de faire un pacte avec vous que, évidemment, c'est faux, ça. Évidemment, on n'est pas en 79. Évidemment, c'est des jeunes d'aujourd'hui. Et on reconnaît les corps d'aujourd'hui. On connaît les queers et tout ça. On les reconnaît, quoi. Mais que c'est beau aussi que ça soit aujourd'hui. Et on se souvient plutôt de ce qui a été avant nous, quoi. Moi, avec les musiciens, j'ai essayé de bosser là-dessus, sur la danse et les costumes, même. Plus un souvenir du passé qu'une sorte de musée Grévin de la boîte de nuit, quoi. Alors moi, je ne sais pas du tout documenté, comme la question précédente. Ça me gêne le micro. Je voulais juste, sur l'idée du temps, justement, du mystère et tout ce que vous avez expliqué pour les 2 précédentes prises de parole, cette irréalité. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, le mystère, et je me suis posé une question dès le début, et il ne le perd pas, c'est pourquoi il y a eu la nécessité d'avoir cet accent, de mettre le personnage principal avec cet accent, et pourquoi le mystère, etc., ne pouvait pas être sans accent. Enfin, pourquoi avoir choisi cette origine? Enfin, alors peut-être que du fait que vous soyez autrichien, est-ce que je ne sais pas, mais je me suis posé la question, voilà, et je vous la... Anaïs s'est posé la même question le premier jour. Elle a compris que et son mari et son amoureux ont tous les deux des accents pas possibles. Et elle a dit, elle sort jamais avec des Français. J'ai dit oui, c'est comme ça. Il y a des raisons, il y a différentes raisons de coproduction. Je n'ai pas de réponse à ça. Je crois que je les entends pas. Et j'aime les accents et j'adore l'indécision de nos origines, quoi. Mais sans doute, c'est très personnel. Alors, au-delà de l'accent, la question, c'était... Alors, vous y répondez en partie, mais au-delà de ça, est-ce que pour vous, c'est... Alors, même si vous ne l'entendez pas, alors là, vous me donnez une information que j'avais pas. Non, je l'entends tout à fait, je l'entends. Mais est-ce que cette irréalité, etc., vous l'auriez vécu avec... un acteur français. Voilà. Oui, bien sûr. Mais comment dire, on parle d'irréalité et tout ça, mais j'essaie plutôt de me défendre là-dessus. J'essaie de dire, tout ça me semble très réel. Genre, je change de sujet là, hein, parce que les accents, j'ai pas grand-chose à dire. Oui, sans doute, avec un Français, on aurait fait la même chose, quoi. Ce qui est beau avec Tom, bon, il y a son accent, mais ce qui est vraiment difficile et ce qui me semblait beau, c'est qu'il est dérythmé. Et de jouer tout dérythmé, ça peut agacer, mais c'est une sorte de recherche. Et nous, on a tous des potes qui sont totalement dérythmés. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ceux qui il a une marchent trop lentement. personnalité, il a un caractère. Non, mais il est réellement asocial, quoi. Genre, il est réellement pas dans le bon rythme.
Mais sur l'accent, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, il est ni faux, ni poussé, ni machin. Genre, il est comme ça. Je ne sais pas. Cet acteur m'intéressait. Je ne me suis pas trop posé la question. Et j'aimais beaucoup. Et lui, surtout, il aimait beaucoup. Et plusieurs producteurs ont souligné ça aussi. Tiens, pour une fois, on n'explique pas d'où viennent tous les gens. Vous voyez toujours le truc. Donc, il a cet accent. Et il s'appelle John. Ça n'a aucun sens, tout ça, quoi. Et elle s'appelle May. Et elle vient de Lille. Pour l'irréalité, c'est compliqué ce truc. Vous voyez, on veut pas être dans les journaux ils disent radical. On veut pas être radical. Je suis pas radical. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je parle tout seul. Pardon. J'essaye de. Je crois, je vois vraiment le monde comme ça. Genre, nous sommes pas tout le temps comme ça, mais nous sommes aussi comme ça. Et j'espère qu'au bout de l'artifice, et l'artifice que nous connaissons, nous allons au théâtre, nous faisons des fêtes, nous nous déguisons, nous jouons dans la vie, nous mentons, nous avons tous du faux, quoi. Et j'espère qu'au bout du faux, il y a un sentiment de vrai, quoi. Voilà, où il y a du vrai dans l'émotion, quoi. Voilà. Pardon, j'ai changé de... Non. Mais sur l'accent, oui, Non, mais c'était pour savoir, voilà, si tout ça, ça permettait pour vous de jouer le personnage. En tout cas, il a apporté quelque chose d'unique. Oui, sans doute. C'était une composante. Ouais. Et d'ailleurs, Tom Mercier, qu'on va retrouver un peu plus tard dans l'année, il joue dans Le règne animal, où il tient pareil un rôle assez fort. Et en fait, on retrouve effectivement le même jeu, il y a quelque chose d'assez troublant avec cet acteur, qui est assez fascinant. On a une question juste ici. Alors, n'hésitez pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions déjà qu'on vous... Je trouve extraordinaire ce personnage. Vous avez évoqué Platon tout à l'heure. Or, dans Platon, il y a un mythe qui s'appelle le mythe de la caverne, où on descend aussi dans une caverne, mais pour arriver à quelque chose d'irréel. Et j'ai le sentiment que vous faites c'est pas une critique, hein, c'est extraordinaire. Non, mais vous avez un l'impression que je le défends tout le temps, c'est affreux, non? Entre la mythologie platonicienne et celle de Dante qui descend l'enfer, le personnage, il incarne tout de suite le tragique, il est ailleurs tout en étant là, dans cette espèce de vie qui est survoltée, et il y a un contraste extraordinaire qui fait qu'on sait bien que le drame arrive, le tragique est là, vivant par ce personnage. Et ce qu'on appelle une maladresse de ce personnage, c'est vraiment le fait qu'il va au fond, et c'est là que ça explose. Bravo. Merci pour vos mots. Je vais me poser une question un peu plus terre à terre. Tu vois, le film donc, traverse les époques comme ça. Est-ce qu'il y a, vous avez fait un travail de recherche chorégraphique? Parce que moi, je trouve ce qu'on voit assez saisissant, c'est les figurants. Il y a presque des moments assez documentaires. On voit juste des gens danser comme ça. Comment ça s'est fait? Vous avez fait des recherches? Je crois qu'il y a des bouts tectoniques à des moments. On voit quand on revient dans les années 2000. Ce film-là, on a fait avec vraiment un budget moindre que espéré. C'est pas grave, c'est la vie. Mais c'est un film fou. De nos jours, je me lance aucune fleur, et si je les lance, c'est à toute mon équipe. C'est une résistance de faire ça, quoi. C'est un film sur l'attente, sur espérer que quelque chose arrive et d'y mettre cette énergie. Je sais pas, il y a 300 costumes par époque. Et les époques chez nous, c'était par 4 ans. On changeait parce que nous, on avait nos années. Alors, je leur donnais des années, c'était pas secret, mais il fallait que l'équipe puisse travailler, genre. Et on disait le matin, aujourd'hui c'est 96, donc il y avait tous les costumes 96, les danses 96, les décors 96, les verres changeaient. Genre tous les détails changent tout le temps. En gros, il y a 2 personnes à l'arrêt et tout change tout le temps. C'est vrai pour la musique aussi, qui ont bossé 1 an et demi. Et la danse était... tu dis figurant, évidemment. Je les ai jamais appelés figurants parce que pour moi, c'était vraiment... Et je leur ai dit surtout, attention, vous pouvez tous être la star du film, quoi. Vous êtes aussi important qu'Anaïs et Tom et Béatrice, quoi. Ils ont les mêmes gros plans, quoi. Et j'espère, je ne sais pas si j'ai réussi ça, mais évidemment, on reconnaît des acteurs, on sait que c'est des acteurs principaux, mais le film aurait pu prendre 2 autres et faire 2 autres histoires, quoi. Comme en boîte, quand on regarde les gens, genre on fait des gros plans sur des machins. Et donc, une des difficultés financières du film, c'est le nombre de gens. Évidemment, on ne les a pas toujours, on a triche, parfois il y en a moins, vous l'avez senti peut-être, bon, il y a des trucs, quoi. Mais parfois, il fallait la foule, quoi, et une foule joyeuse, une foule exténuée, une foule sexy, une foule machin, et tout ça, quoi. Il fallait changer les gens un peu, il fallait coiffure différente, tout ça, quoi, avec très peu de techniciens. Et donc, la danse, on avait travaillé avec un chorégraphe, et ce qui était important,
pour moi, peut-être ça rejoint un tout petit peu ce dont on vient de parler. Eux deux, en haut, ils jouent dans un truc de Henry James, métaphysique, perte dans le temps. Mais face à eux, il fallait vraiment le contraire. Et ce que nous sommes à la fois théoriques, ou je sais pas, ou métaphysiques, ou je sais pas. Et de l'autre côté, nous sommes purement corps, et le plaisir de regarder un corps, et de se projeter dans un corps, ou toucher un corps. Genre, on voit très bien ces deux pôles-là chez nous, quoi. Et par exemple, quand on désire quelqu'un, c'est très bizarre. C'est d'abord théorique, qu'est-ce qu'on projette sur lui, et après, il y a le corps, peut-être est-ce qu'on peut toucher ou non, bon, toutes ces questions. Donc, il fallait que ces corps soient vrais. Mais on ne dit pas à des gens, soyez vrais, ça ne marche pas, quoi. Et souvent, je trouve alors, il y en a des très, très belles dans le cinéma, mais il y en a des très, très ratées, des boîtes de nuit, parce qu'on sent bien que le réalisateur, surtout, hurle, genre, amusez-vous, et tout le monde, en force, s'amuse, comme si c'était un travail, quoi. Ici, on a organisé des vraies soirées, genre régulièrement pendant le tournage. On a tourné à Bruxelles. Et il se trouvait que post-Covid, les boîtes étaient encore fermées. Et qu'après le premier jour de tournage, ça s'est su dans Bruxelles que, tiens, il y a une vraie fête là. Tous les jours à 8 h du matin, sans alcool et tout ça. Mais il y a une vraie fête. Moi, je faisais des DJ, genre je préparais la musique la nuit pour être prêt. Parce que la musique guide les ambiances. Et avec le chorégraphe, on avait mis 20 danseurs dans la foule, avec qui on avait répété des genres de gestes par moment, juste pour qu'ils puissent transmettre, je ne sais pas, dans les années 80, ça donne des rondeurs, évidemment, ou des bras hauts, puis se regarder, puis se toucher, danser à deux, tout ça. Mais bon, ça devenait tellement des vraies fêtes qu'il y avait des couples qui se sont formés, il y a eu une baston. Vraiment, quand il y a eu une baston, j'ai dit, c'est pas possible, on fait juste un film, là, il n'y a pas de raison, quoi. Tout le monde était payé la même chose, et tout ça. Et la caméra circulait dedans, quoi. Et donc, ils ne savent pas exactement quand c'est leur moment. Et donc, si vous voulez, tout le monde était au maximum. Et je pense que la drogue, c'était la caméra et la lumière, quoi. Et Anaïs et Tom étaient très admiratifs. Il y avait un mélange. Ah, c'est vraiment assez saisissant. C'est passionnant que tu aies fait toutes ces recherches-là. Et faire la mise en scène, c'est Ouais. trouver des méthodes, comment faire avec des gens, quoi. Et là, on a inventé tout ça, quoi. Et donc, en fait, les figurants suivaient ce que faisaient les danseurs sur la piste, ils imitaient ou ils s'en inspiraient Ils faisaient... Alors, déjà, chacun faisait vraiment ce qu'il voulait. C'est juste... Avant de tourner, il y avait des petits trucs pour l'époque. C'est juste pour que tout le monde je sais pas, il y avait 86, on avait décidé à beaucoup de doigts, comme ça. Mais au pif, pour quoi, que tout le monde soit dans le ton. Et après, mais par exemple, vous avez vu ce garçon qui se met le bonnet à un moment dans les années 90 comme ça. J'ai jamais dit à quelqu'un, mais le bonnet comme ça. Genre, je l'ai payé, moi, je veux le voir. Ben, il a inventé ça, quoi. Genre, les gens inventaient des gestes. Et je l'ai poussé, évidemment, à oser tout. Donc, il y a celles qui dansent pas, il y a celles qui en pleurent, Et je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une sculpture très célèbre en fait à Rome du Bernin qui s'appelle Sainte Thérèse en extase. Et donc c'est Sainte Thérèse en extase, quoi. Et la bouche ouverte. Et j'avais envoyé cette image à tous les danseurs et je leur ai dit bon, on est à peu près là. Donc ça dit des choses et ça dit rien. Donc c'était une sorte de recherche d'extase en fait. Et ce qui est fou, c'est que ça a pris, quoi. Mais bon, c'est différent. Mais toute l'équipe, quoi. Et j'espère que ça se sent, genre que c'est vivant, en fait, voilà. Et que c'est pas un décor, les danseurs. Voilà. Souvent dans les films, c'est des décors, quoi. Alors, moi, j'ai encore une question, hein, mais n'hésitez pas si... il y a une question juste... Voilà. Il y a une question juste derrière, après. Moi, il y a un personnage qui m'a fasciné, c'est celui de Béatrice Dalle. Et... C'était ma question. Hein. Ah bon. Excusez-moi. Comme si elle était là pour ouvrir la boîte, enfin, mais la boîte au sens notre intérieur. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle avait comme prescription de votre part. C'est le seul rôle que j'ai vraiment écrit pour elle, quoi. J'avais déjà fait un film avec elle en 2009 qui s'appelle Domaine, qu'on va ressortir d'ailleurs, mais que c'est vraiment pour elle et j'avais envie de la retrouver. Et c'est un rôle un peu cliché comme ça, c'est un peu sur mesure et on joue aussi avec ce qu'elle représente. Elle dit dans voix off cette phrase, j'étais moi-même une starlette, que rien n'allait arrêter et tout ça. Mais qu'est-ce que je peux en dire? Je peux dire qu'on a beaucoup ri avec elle parce qu'on avait choisi cette cape qui a été faite sur mesure par Saint-Laurent, blabla. Et on voyait bien, elle arrivait sur le plateau, tout le monde était, mon Dieu, Béatrice Dalle en cape noire. Genre, c'était un peu too much, tout ça, quoi. Et tout le monde disait, ah oui, ça, elle symbolise quoi? Elle symbolise quoi? Et vraiment, on voyait tous qu'elle symbolisait quelque chose, mais on n'est pas sûr quoi. Donc, c'est comme si elle faisait une initiation, enfin, je sais pas, c'est un passage, quoi. Ouais. Ce que je lui ai dit, c'est qu'elle n'est pas flic. C'est-à-dire, c'est pas oui ou non. C'est l'idée de qu'est-ce qu'un physionomiste, un grand physionomiste. Genre moi, je me suis fait refouler, tout le monde s'est fait refouler, c'est pas sympa. Mais vraiment, les bons physionomistes, au fond, regardent dans le visage et imaginent jusqu'où es-tu prêt à t'abandonner.
Et ceux qui sont dedans sont vraiment prêts à aller loin, quoi. Et j'aime bien ça. Elle voit à travers comme ça. Et elle voit que ces deux-là, ils vont aller loin. Après, ils se perdent, mais j'aime bien quand elle. Et j'aime bien chez Béatrice Dalle, elle a comme ça la peau, comme ça un peu. Elle a une très belle peau, comme ça. Et quand on l'éclaire, et caméra et tout ça. J'aime beaucoup chez elle. On a l'impression qu'elle pense beaucoup, mais on ne sait pas quoi. Et j'aime beaucoup ça. Et je vais juste rebondir. Il y avait Et quelqu'un. Juste, je ne veux pas faire le flic, mais rebondir. ouais, je voulais juste rebondir. En fait, je vais te faire une confidence. J'ai pas lu la nouvelle de Henry James. Et est-ce que les passages où elle là en voix off, est-ce que c'est des extraits du texte? Oui, bien sûr, Ok, beaucoup. je me Et demandais. beaucoup, pas tous, parce qu'il nous fallait des variantes. Mais même les dialogues, c'est beaucoup de James. Hein, c'est genre le grand dialogue dans l'appartement à la fin, c'est que du James. Un peu retaillé, quoi. Il se tutoie, parce que chez James, il se vous voit, mais. Non, c'est très, c'est une vraie adaptation totalement fidèle et totalement libre. C'est très étrange. Genre, quelqu'un a écrit ça, un critique, mais c'est vrai, et je ne sais pas comment on l'a fait, mais on l'a fait, quoi. Justement, c'était pour rebondir sur la réponse précédente, mais il y a eu déjà deux autres réponses depuis. Rebondis. Non, sur la réponse précédente, déjà, c'est plus un commentaire. C'est par rapport à ce que vous avez apporté comme élément complémentaire sur les séquences de danse. Ce qui est très beau, là, l'image de Sainte-Thérèse là, dont vous parlez, elle faisait, de mémoire, je crois qu'elle a été une des couvertures ou une des iconographies de l'érotisme de Georges Bataille. En fait, ce qui est très beau dans votre film, c'est que toutes ces séquences de danse, l'érotisme n'est pas factice, quoi. Il n'est pas mimé. Vous dites, vous avez travaillé avec une compagnie, avec des danseurs qui étaient là au milieu des figurants. Et c'est ça qui est très beau, c'est que les trois quarts des séquences de boîte de nuit ou de club au cinéma, tout genre confondu, hein, même quand il y a une toute petite séquence de boîte, c'est souvent, comme vous le disiez aussi. Donc ça, c'était juste un petit commentaire que j'ai trouvé ça vraiment très très beau parce qu'elles sont vraiment très réussies, quoi. Il y a une charge qui est vraiment très belle, quoi. Et voilà. Donc, c'était ça recoupe un peu ma question, c'est que vous dites la drogue, c'est la lumière, en fait. C'est justement tout le travail à l'image de Boson. Enfin, voilà, qui est magnifique. Mais c'est aussi, donc vous dites la drogue c'est la lumière, mais il y a une lumière qui est quand même très particulière dans votre film, là c'est ma question, c'est cette lumière où ils sont un peu comme des bêtes pris dans des phares de voiture. On a cette expression là qui est pas une lumière de boîte du tout, qui est une lumière assez crue, assez voilà. Et donc c'est pas eux la bête, hein. La bête on sait bien qu'elle est plutôt mais pourquoi, à certains moments, vous avez choisi de les isoler ou de choisir cette image, cette lumière très spéciale sur eux, toute époque confondue, parce que finalement, on la retrouve à plusieurs périodes. Donc, ça m'a interrogé aussi. Ouais, elles sont très différentes. Elles sont très différentes. Je vais essayer de dire un truc global, mais d'y revenir. C'est très beau. Oui, donc, oui, la drogue, c'est la lumière. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas un film de reconstitution. On ne fait pas semblant. Par exemple, il n'y a pas de scène de on prend de la drogue. Au début, il y a une phrase, tu veux de la cocaïne, mais c'est réglé. Scorsese sait super bien faire les scènes de cocaïne. Moi, je ne sais pas bien faire ça. Et je trouve dans les films français, souvent, on est vraiment gêné. On va se dire, merde, quelle farine ils ont pris et tout ça, quoi. Genre, et l'idée qu'on imite les choses. Par contre, tout est drogué, quoi. Genre, tout est... Genre, on revient à l'artifice. Tout le monde a l'air... genre, drogué, pas dans le sens concret, mais tout est... Et Anaïs, le dernier jour, elle a beaucoup aimé ce tournage et elle m'a dit, Patrick, j'ai jamais tourné un film aussi érotique. Elle touche personne à part le canapé, quoi. Hein. Et c'est un peu la même chose qui m'intéressait, c'est la drogue est dans l'air, mais surtout l'érotisme est dans l'air, quoi. Genre, on voit rien sexuellement. Genre, à un moment, on avait écrit aux toilettes, il se passe des choses, mais une fois qu'on a essayé de les tourner, je trouvais ça grotesque de le rendre concret. Mais que la sensualité, elle circule, quoi. Donc ça, c'était mon espoir et mon travail. Et les phares, là, je ne sais pas exactement. Alors, je vois, il y en a différents, mais je ne sais pas bien quoi en dire. Ce qu'on a fait, c'est là aussi, à nouveau, on n'a pas pris les lumières de boîte, on n'a pas juste sorti les stroboscopes et les fumées et les boules disco. On a recréé chaque époque avait sa lumière. Il y a un document très beau qu'on a fait, c'est le chemin de la lumière, avec des références historiques ou pas.
Et puis comment les lumières s'éteignent, évidemment, à la fin tout finit dans le noir, comme vous avez, genre il n'y a plus de couleur à la fin. On part du doré, on a très filtré l'image, il y a des bas de femmes comme ça sur les caméras au début pour vraiment limite flou, et à la fin c'est ultra net, vraiment du numérique de chez numérique. Et les phares, ouais, non, il y a une lumière comme ça. Vous pensez à la scène où elle est en robe rouge, où elle est jalouse? Bah oui, celle-là. Alors celle-là, c'était déjà ma robe préférée. Donc Anaïs se moquait, oui, la robe préférée. Celle-là, toutes les autres étaient très chères, mais celle-là, elle coûtait 5 €. Et mon indication de jeu pour Anaïs, c'était Dallas, quoi. Et elle a dit, ouais, bah, c'est intéressant, un film d'auteur, maintenant il faut jouer Dallas. C'est-à-dire, je voulais qu'elle joue comme ça, une sorte de jalousie de Dallas, quoi. Et à la chef-op, je lui ai dit, oui, j'imagine, je sais pas, des phares d'en bas. Elle a dit, mais c'est hideux, ça. Je dis, oui, mais on est en 87, 88, il y a Reagan aux États-Unis, ils ont construit la défense. Il y a du gin tonic, c'est hideux, allons-y. Ce qu'on a essayé, c'est éviter la joliesse aussi. Je sais plus, c'est des sentiments. En tout cas, parfois, on a vraiment cherché du cru et des phares. Et peut-être, dernière référence, j'y étais jamais, mais là encore, ma mère, genre, je parlerai à mes parents, mais bon, ma mère, donc très jeune, sortait, et elle me racontait, jeune homme comme ça, elle me racontait, oui, à Vienne, il y avait une boîte en pleine lumière, genre une lumière normale. Et ça reste un mystère pour moi. J'adorais y aller, quoi. J'y suis jamais allé, ça n'existe plus et tout ça. Mais une boîte, vous savez, éclairée normale, imaginez ce que ça fait. Ça doit être génial. Et d'ailleurs, oui, donc tu as travaillé vraiment avec de la pellicule ou c'est vraiment que numérique et des. À part le début et la fin, c'est du Super 8 qu'on a tourné. Ok, d'accord. Je me demandais juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a juste un truc qui m'intrigue. Bon, les films du Losange, on le voit aussi à la bande-annonce. Donc vous avez un lien particulier justement avec tout ce qui a fait les films du Losange depuis 60 ans, Barbet Schroeder, Romer. Il y a comment on arrive à être estampillé film du Losange, c'est-à-dire que vous avez c'est quoi votre parcours justement pour... Ouais, alors c'est une belle question, mais avant mes autres films étaient sortis par des distributeurs plus petits, mais qui sont très vaillants et qui résistent aussi. Et ce film-là, vraiment, j'avais rêvé des films de Losange. C'est exactement ce que vous dites. J'aime pas tous leurs films, mais historiquement, c'est absolument une des boîtes que je trouve les plus belles en France. Et notamment, il y a un film, on est en plein été, comme vous voyez, on a chaud. Il y a un film qui s'appelle Conte d'été de Romer, et que vous connaissez sans doute. Et si vous y réfléchissez bien, est-ce que c'est pas une adaptation secrète de La Bête dans la jungle? Sachant que Romer était un grand fan de James, on n'a aucune trace, est-ce que c'est une adaptation? Mais c'est absolument ça. C'est un homme qui ne s'est pas décidé entre différentes femmes, c'est ça l'histoire, vous vous rappelez? Et il parle surtout, ils font que parler aussi. Et puis rien ne se passe, aucune histoire ne va. Lui, c'est donc des différentes relations. Et à la fin, il court sur le bateau-pas, genre le ferry, quoi, ou je sais pas, un truc. Et la première, il l'embrasse et elle lui dit c'est trop tard. Et elle monte sur le bateau. C'est absolument La Bête dans la jungle. Voilà. Non, c'est une entreprise. Je sais pas. Et puis ils ont accepté. C'est des négociations et c'est aussi de l'humour. C'est une entreprise très très élégante, très cinéphile, avec des très beaux films évidemment. Là, ils ont sorti les Eustache et les Lars von Trier cet été. Que vous avez montré ici, ou non, les Eustache en tout cas. Et voilà, après ça se fait, j'ai mis une belle chemise, j'ai dit non, mais je vais faire un film. Je leur ai dit, mais c'est une adaptation anglaise, vraiment, un peu comme Downton Abbey et tout ça, ils ont beaucoup ri. Et puis bon, voilà, je leur ai dit, ça va marcher, ça va marcher. Vous savez, c'est exactement ce que je vous ai dit au début. Même eux, on croit en quelque chose. Et c'est vraiment de l'ordre de la croyance. Allons-y, croyons que ça nous mènera quelque part, que quelque chose se passera. Donc c'est une énorme énergie de croire en quelque chose d'aussi fugace que des ombres, de gens qui dansent sur un écran. Et puis peut-être c'est vraiment quelque chose ou peut-être c'est rien. Et tu vas me voir venir avec mes gros sabots, mais tu les as vus, les autres adaptations de La Bête dans la jungle? Parce qu'il y en a eu beaucoup au théâtre, au cinéma. Et je pense notamment à La Chambre verte de François Truffaut. Tu m'expliquais que c'est une adaptation de 3 nouvelles de Henry James. Non, je les ai vues. Oui, j'ai vu il y a longtemps. J'ai vu une pièce, plus ou moins une adaptation de la version théâtrale de Duras qu'elle a faite de la nouvelle, récemment aussi. Récemment, il y a 5 ans quand même. Mais je les ai plutôt tous oubliés. Genre, non pas. Ça t'a pas servi de base pour. Non, je voyais que.
déjà la version de Duras, elle est belle, mais ce n'est pas la mienne, quoi. Genre, dans le sens où genre, comme vous pouvez imaginer, c'est une nouvelle, on peut en tirer plein de choses, et on a évité aussi de se perdre dans toute la littérature théorique qu'il y a là-dessus. On peut aller vers l'homosexualité, on peut aller vers... Bon, il y a 1000 pistes. Et Duras l'a tiré vers quelque chose qui l'intéressait beaucoup dans les années 80, c'est-à-dire comment on l'appelle ça, l'impossibilité de l'homme et de la femme d'être ensemble, en fait, le gouffre entre l'homme et la femme. Et si vous voulez, ça me parle pas, moi. C'est intéressant, hein, mais moi, je les vois comme à égalité, comme des enfants terribles, presque. Je les vois plus frères d'armes ou sœurs d'armes, je sais pas comment on dit ça. Bon, voilà. Et après, Truffaut, oui, c'est très beau, c'est très sombre, son film, mais très, très beau. La Chambre verte. Mais où il prend que la séquence, il prend que la scène où ils se rencontrent chez moi aux toilettes au début, quoi. C'est ça il met ça dans le film. Et on en a même un à venir un peu plus tard de Bertrand Bonello, voilà, une autre adaptation. Qui fait une autre adaptation. Donc, non, c'était juste pour rebondir parce que vous parlez de Duras. Moi, il se trouve que je suis un grand Durassien. Et en fait, pendant le film, il y a certaines scènes où je trouvais que il y avait une proximité avec le cinéma de Duras et c'est drôle parce que c'est pour rebondir aussi sur la réponse précédente quand vous parliez des films du Losange. La filiation, elle se trouve pas trop du côté de Rohmer, même si c'est vrai que dans Le Conte d'été, le personnage de Melville Poupeau, il est un peu comme votre personnage, c'est-à-dire il passe son temps à dire on me voit pas, je suis transparent, alors qu'il est tout seul habillé en noir sur la plage et que c'est le seul mec qui fait rien, quoi, qui est là en noir, on voit que lui en fait. Et bon, il y a une proximité entre les personnages, mais plutôt du côté de, vous avez dit en ouverture que vous vouliez pas être taxé de radical, mais d'un cinéma qui est quand même dans le bouquin qui vient de sortir sur Eustache là. Il y a une comparaison qui m'était jamais sauté à l'esprit entre la radicalité de deux cinémas, Eustache Duras. Et c'est vrai en fait, j'avais jamais pensé ça, mais dans votre proposition, c'est quand même un cinéma de résistance parce qu'effectivement, vous nous l'expliquez, vous avez mis 6 ans à croire en quelque chose qui est composé essentiellement de danse et de passages très littéraires finalement, et que, en tout cas dans l'interprétation des parties dialoguées, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très durassien, mais qui est pas Duras hein, du tout, hein, mais qui est votre cinéma, mais qui est... Aucun problème. Je sais, les gens de ma génération, ils adorent tous Duras. J'aime beaucoup Duras. J'aime beaucoup ses films en plus, mais je crois que je parle comme ça en boîte, donc ça me semble... Voilà, bah oui, on se pose et on parle, quoi. Avec des grandes phrases pour faire genre, on a quelque chose à dire et on ne sait même pas où elle tombe, la phrase, et elle virevolte comme de la danse. Revenons à Rohmer, que j'aime beaucoup quand même. Filmer, et peut-être ça rejoint Duras, filmer des gens qui parlent, c'est filmer une action aussi. Alors de nos jours, de moins en moins, on parle pour dire des messages, mais si vous voulez, si on veut devenir un peu kitsch, parler, c'est danser avec les lèvres. Hein, et ce n'est peut-être même pas si important ce qu'ils disent, quoi. C'est pas, on parle. Et ça, c'est quand même très, très français. Genre, c'est plutôt, je pense que c'est mon hommage à la France, quoi. En Autriche, ils font pas du tout ça. Ils parlent pas pour rien dire. Donc c'est... Non, mais parler pour le plaisir de parler, quoi. La forme de la parole est plus importante que le contenu. Genre, je fais un peu... Ne vous énervez pas. On va prendre peut-être une dernière ou avant-dernière question. Allez-y. Hein. Et en venant sur Rohmer, justement, je me rappelle plus du tout du titre du film, mais il y a un film avec Élie Jacquenot, avec toute cette... Ouais, la nuit de la pleine lune, ouais, avec une super fête en pleine lumière. Tiens. Exactement, voilà. Ah, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça me revient. Bah oui, c'est un appartement. Génial, ce film aussi. Une femme qui ne sait pas si elle doit habiter en banlieue ou en... Peut-être une question plus terre à terre. Est-ce que tu as un film que tu nous conseillerais spontanément de regarder? Alors, il y a oui, il y en a plein. Mais il y a un très, très grand film de boîte de nuit. Il est trouvable. Il n'est pas très connu, mais il est trouvable. C'est un film américain qui s'appelle The Last Days of Disco, de Whit Stillman. Il a été édité en France et tout ça. Donc, et c'est un film magnifique.
sur les années 80 à New York. Pas du tout, genre, non, très très beau. Voilà. Mais alors, Je vais juste elle faisait la dame, je sais pas si tout le monde a entendu, faisait un parallèle avec Pacifiction, donc qui est sorti un peu plus tôt alors dans bientôt on l'année. aura comparé à tout, il reste peut-être la Bible. Euh, Mais c'était ma dernière question. La Bible, alors évidemment c'est sur le temps, mais humblement et prétentieusement, dans le sens où moi tout film que j'aime, et toute œuvre que j'aime au fond, et tout livre que j'aime, et même tout moment de ma vie que j'aime vraiment, ont eu un rapport au temps particulier. Ou par exemple, prenons les œuvres, soyons plus simples. Genre les films réussis inventent du temps, quoi, inventent une forme du temps. Et une forme de temps que nous pouvons expérimenter, ou que nous reconnaissons, ou tiens, j'ai vécu quelque chose comme ça, ou non, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Genre, bien sûr, notre affaire, c'est une affaire de temps, quoi. Et là, c'était... résistance, c'est vraiment un grand mot, hein. Je suis désolé de l'avoir sorti, mais dans le sens où on n'avait pas tellement d'argent, et donc à un moment, on s'est dit, bon, ben, on fait ce qu'on veut, de toute façon, ils ne vont pas attendre de nous qu'on fasse 8 millions d'entrées. Et donc, on y allait avec le temps, quoi. On a pris en élasticité, et on a cherché, et je pense, j'espère quelque chose comme ça, c'est un peu kitsch là ce que je veux dire, mais que c'est le temps de l'amour, c'est-à-dire dans le sens où quand nous tombons amoureux, la perception du temps change, même l'espace change. Quand nous rentrons avec quelqu'un qui nous plaît la nuit, la durée du chemin n'est plus le même, et la rue n'est plus la même, et tout ça. Et je pense on a travaillé là-dessus, quoi. C'est-à-dire comment le temps est en fait chargé de nos émotions, quelque chose comme ça, quoi. Mais tout ça, c'est du blabla après, hein. Quand on fait, c'est très fabriqué, quoi, hein. C'est surtout du travail d'abord, mais évidemment, le temps est au cœur de la chose. Et j'espère, et j'en ai surtout marre, là maintenant, le prochain film, je ne vais plus faire ça, mais le temps de la nuit, quoi. Un film qui a été tourné aussi années 80, tout début Une des nouvelle années référence 80. Simone Barbès sous la vertu. C'est pareil, qui a été tourné sur toute une grande longueur, toute une nuit, avec une longue scène de boîte de nuit qui dure à peu près 20 minutes. Et c'est pareil, qui est vraiment très, très... presque un documentaire sur le début des années 80, sur cette période-là, et un petit film qui a été fait assez fauché, pas trop de sous. C'est un film absolument extraordinaire. Ouais. Et pour finir cette discussion, on ne va pas sortir toutes les références là. J'ai peur parce que sinon on va en sortir. On n'est pas encore à Proust, hein. Non, mais je finis déjà celle-là parce que vos références, on va se les approprier quand même. Donc une nuit avec boîte lesbienne géniale, tout ça. Et ça finit sur absolument une chose géniale. Genre dernier segment, la femme, l'héroïne, elle est sur le trottoir à Paris. Le jour commence pas encore à pointer, une voiture s'arrête. Logiquement, la scène, un mec un peu plus âgé, un peu bizarre, louche comme ça, devrait la draguer ou quelque chose. Il dit, vous voulez que je vous ramène? Non, monsieur. Non, non. Allez, je vous ramène. Non, non. Et elle dit, OK, si je peux conduire. Il dit, OK. Voyons où ça mène. Et donc, c'est inversé. Et elle conduit, on ne sait pas bien où, mais on imagine elle rentre, quoi. Et ils écoutent comme ça de la musique et il se met à pleurer et on ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu nous voir. Merci. Ça a été un plaisir de passer la soirée avec toi. Et je vous donne rendez-vous, Kevin, je ne sais plus si tu as les dates. On a une rencontre en septembre pour Lost Country avec Vladimir Perishik, réalisateur. Le 25 septembre qu'il vient nous rendre visite. Ne manquez pas, c'est vraiment un film superbe. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. C'est ainsi que se termine cette rencontre. Et retrouvez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram, ou bien directement en salle pour une prochaine rencontre luxe.